sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. À la une de ce journal, l'audience accordée hier à Rabat par son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, à la présidente du John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts, accompagnée de la présidente de son comité international. Les deux personnalités culturelles américaines sont actuellement en visite dans le royaume. Nous parlerons également santé ou quand la réalité virtuelle se mêle à la pratique chirurgicale. Notre équipe a poussé les portes du bloc opératoire d'une clinique privée à Casablanca où main humaine est aidée par la réalité virtuelle. L'intelligence artificielle, une alternative à la chirurgie classique? Nous poserons la question à un spécialiste. Puis nous mettrons le cap sur la perle du Détroit pour une immersion au sein d'un haut lieu d'histoire niché au cœur du vieux Tanger. La légation américaine respire des siècles d'histoire maroco-américaine, à la fois musée et centre de recherche. Ce lieu mythique n'a pas fini de livrer ses secrets à découvrir en fin de journal. Bonsoir, une audience a été offerte hier à Rabat par son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, à Madame Deborah Rutter, présidente du John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts, accompagnée de Madame Natalia Cobo de Bulgheroni, présidente de son comité international. Les deux personnalités culturelles américaines effectuent jusqu'au 25 courant une visite dans le royaume pour assister à la cérémonie de remise des grands prix internationaux Arts Gold Medals prévue ce lundi à la Cité Ocre. La TV Halima et Nisrine Hamdawi. Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, a reçu hier Madame Deborah Rutter, présidente du John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts. Madame Rutter était accompagnée de Madame Natalia Cobo de Bulgheroni, présidente de son comité international. Les deux personnalités culturelles américaines sont en visite dans le royaume pour assister à la cérémonie de remise des grands prix internationaux Arts Gold Medals, prévue à Marrakech le lundi 23 janvier. Organisée par le Kennedy Center, cette cérémonie sera l'occasion de décerner des médailles d'or à des personnalités artistiques marocaines en reconnaissance de leurs efforts et leurs contributions aux arts à l'échelle mondiale. We were thrilled to be able to come here to meet Princess Lalla Meriem. Nous avons été ravis de pouvoir venir ici et rencontrer son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. Nous avons parlé d'art et de culture, ainsi que de l'événement auquel nous prenons part dans les jours qui viennent au Maroc. Nous avons également abordé l'histoire du Maroc et des États-Unis. J'étais ravie de connaître l'intérêt et le soutien particulier qu'accorde son Altesse royale aux artistes, principalement les jeunes prodiges. Le Kennedy Center, qui a été inauguré en 1971, est considéré comme le centre culturel national des États-Unis. Il accorde également une place importante aux productions étrangères dans le cadre de sa programmation artistique. Situé à Washington, D.C., le Kennedy Center est le fruit d'un partenariat public-privé. Il dispose d'unités dédiées à l'éducation artistique avec pour mission d'encourager le développement des arts ainsi que les échanges culturels entre les États-Unis et le reste du monde. Clap de fin pour Davos. L'édition 2023 du Forum économique mondial s'est achevée aujourd'hui sur un bilan plutôt fructueux pour la délégation marocaine. Après une semaine d'écoute et de débat dans les Alpes suisses, une participation marocaine qui a fait écho à un Maroc prospère, celui des grandes réformes économiques et sociales, partenaires fiables et pôles d'investissement attractifs. Les temps forts de la participation marocaine dans ce reportage de nos envoyés spéciaux en Suisse. Abdelrahim Filou, un commentaire de Boubkar Ben Gabrit. Le forum de Davos aura permis de faire connaître aux grands dirigeants du secteur public et privé les atouts économiques du Maroc et les initiatives lancées grâce au leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, notamment pour une nouvelle phase de développement caractérisée par l'édification d'un État social. En un an, notre gouvernement a respecté l'agenda royal en mettant en place le cadre réglementaire pour l'assurance maladie obligatoire et en ouvrant les droits pour les 2 tiers de la population qui n'en bénéficiaient pas jusque-là.
Cette année, nous voulons aller plus loin et généraliser également les allocations familiales grâce à un système de ciblage efficace des aides sociales. En 2023, un tiers du budget de l'État a été alloué à la santé et à l'éducation, dont 7 milliards de dollars consacrés à l'école, malgré une année 2022 marquée par de profondes crises énergétiques, climatiques et monétaires. À Davos, le Maroc n'a pas manqué d'exposer les efforts déployés dans le pays pour relever les défis actuels. Notre gouvernement a affronté avec détermination les multiples crises de l'année 2022, énergétique, avec l'envolée record des prix mondiaux, climatique, avec la pire sécheresse enregistrée depuis 40 ans, monétaire, avec le retour de l'inflation. Au Maroc, nous avons pris à la fois des mesures d'accompagnement et de soutien budgétaire et maintenu nos équilibres macroéconomiques et nos réformes prioritaires. Notre gouvernement a garanti l'approvisionnement, contenu l'inflation et continué à résorber les déficits hérités en 2020. Surtout, nous continuons d'investir dans l'avenir. Agriculture résiliente, secteur du tourisme particulièrement attractif et industrie performante, à l'instar de l'automobile ou encore de l'aéronautique, autant de secteurs qui affichent une grande forme. À la croisée de l'Europe, de l'Atlantique et de l'Afrique, le potentiel géostratégique du royaume le positionne favorablement dans la réorganisation des chaînes de valeur mondiales. Direction Addis Abeba où se tient une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Réunion consacrée à l'examen du rapport sur l'organisation et la conduite des élections en Afrique. L'occasion pour le Royaume de mettre en avant la nécessité de veiller à garantir des élections libres, équitables, pacifiques, démocratiques et crédibles dans le continent. C'est ce que souligne l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique à l'ONU. Mohamed Arouchi a indiqué que sa délégation croit fermement que des actions en faveur d'élections participatives, transparentes et ouvertes doivent être menées et encouragées afin d'asseoir une gouvernance politique et une démocratie électorale dans le continent conformément aux objectifs stratégiques tracés par l'agenda 2036. Parlons santé à présent et focus sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, particulièrement celui de la chirurgie. Des avancées considérables ont été réalisées dans ce sens au plan international et le Maroc a pris le train des nouvelles technologies au service de la chirurgie. Des opérations endovasculaires ont été effectuées hier à Casablanca pour la toute première fois à l'aide d'équipements intelligents et elles se sont soldées par un grand succès. C'est un reportage de Amin Hennaoui sur un récit de Nisrina Oustar. Une équipe médicale composée de grands spécialistes marocains, français et anglais s'apprête à réaliser des opérations endovasculaires inédites. Ces professionnels sont certes rodés à l'exercice, mais là, certaines habitudes de pré-intervention ont changé. Qu'apportent finalement ces éléments virtuels en 3D aux chirurgiens et aux patients? La chirurgie vasculaire a connu un virage important avec ce qui est apparu et que l'on a nommé la chirurgie endovasculaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un abord direct sur les vaisseaux à traiter, avec de larges incisions, on passe par l'intérieur des vaisseaux, quasiment en piquant les artères, ce qu'on appelle les abords percutanés. Pour ces spécialistes, cette technique est une véritable chance. En temps réel, le médecin peut capter, observer, réajuster et améliorer dans l'espace et en temps réel les images radiologiques dont il a besoin. Cette technique digitale révolutionnaire nous permet de réaliser une palette assez élargie d'opérations médicales. La chirurgie assistée nous facilite vraiment la tâche, surtout lorsqu'il est question d'interventions mini-invasives. Inventée par le professeur Claude Mial, ex-directeur du Centre cardio-thoracique de Monaco, les lunettes intelligentes élargissent les champs d'action des spécialistes et les aident surtout à travailler confortablement. Pour en parler, Dr Amin Gerari, chirurgien cardiovasculaire, nous rejoint en direct depuis Casablanca. Dr Gerari, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, l'intelligence artificielle en cardiologie, qu'est-ce que c'est, si on peut vulgariser le concept ?
L'intelligence artificielle, c'est un concept assez large pour déterminer en fait des moyens qui vont être mis à la disposition, dans le cas échéant du chirurgien vasculaire et cardiaque que je suis, pour augmenter nos capacités et aller au-delà de ce que notre gestuel instinctif puisse faire, ou les autres sens, c'est-à-dire la vue, dans le cas des lunettes à réalité augmentée. C'est augmenter la capacité humaine, et dans ce cas-là, au niveau de la chirurgie. On parle d'aide au diagnostic, de chirurgie assistée. Alors, ce qui est très intéressant pour Justement, notamment pour ce qui est des interventions mini-invasives. Concrètement, docteur, quels sont les avantages de l'intelligence artificielle? Peut-on parler de révolution dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires? On est au tout début de ce qu'on peut imaginer, mais on voit l'avenir se projeter avec des capacités liées à l'intelligence artificielle qui vont démultiplier nos moyens. Alors pour la chirurgie mini-invasive, que ce soit l'utilisation de robots qui vont avoir une capacité gestuelle dans des tout petits espaces que notre main ne peut pas faire, des micro-caméras qui iront explorer dans des endroits où on n'a pas la capacité de le faire, avec des capteurs capables de nous donner des sensations d'une gestuelle humaine avec le retour de force, ou la possibilité, encore une fois, d'aller explorer, comme ces lunettes, en 3D, des espaces et superposer des images, par exemple, de scanographie à l'image réelle qu'on est en train de voir. C'est assez extraordinaire, et plus on avance, plus on découvre d'autres possibilités. Docteur Girali, vous avez introduit récemment la technique endovasculaire dans votre clinique. Brièvement, quand apparaissent, à votre avis, les limites du virtuel? Votre avis en tant que praticien? Non, je n'ai pas introduit l'endovasculaire. J'ai introduit les lunettes à réalité augmentée. L'endovasculaire est une spécialité de chirurgie vasculaire que tout le monde pratique. Nous avons introduit pour la première fois des interventions en utilisant ces lunettes à réalité augmentée qui permettent d'avoir une dimension visuelle extrêmement agréable, avec des lunettes qui se projettent dans l'espace et avec la capacité de pouvoir déplacer toutes les images comme on le veut et les superposer. Grâce à des ingénieurs marocains d'ailleurs qui ont travaillé avec des ingénieurs américains. Voilà. On salue nos compétences nationales. Qu'est-ce que ça représente, docteur, en termes de coûts financiers? Le recours à ces techniques de pointe n'alourdirait pas finalement la facture aux patients qui en bénéficient? Alors, pour ce qui est du robot, par exemple, qui est vraiment un concept très abouti dans la chirurgie assistée, c'est vrai que le coût est extrêmement important et reste encore assez inaccessible, en tout cas au Maroc. Pour les lunettes à réalité augmentée, ce que nous sommes en train de développer, en fait notre centre est en train de développer comme centre pilote, c'est finalement des choses qui vont arriver au même prix que ce qui existe actuellement. Mais la réalité avec les robots reste pour l'instant une chirurgie chère, pratiquée en Europe et qu'on espère avoir, parce que ce qui est cher, c'est le côté consommable qu'on est obligé de changer à chaque patient. Docteur Amine Gelali, chirurgien cardiovasculaire, merci pour tous ces éclairages. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Retraités, vous pourrez bientôt bénéficier d'une augmentation du montant net de vos pensions. C'est ce qu'annonce la Caisse marocaine des retraites à compter de l'échéance du mois de janvier en cours. Plus de 170 000 pensions sont concernées par cette révision à la hausse qui intervient en application de la nouvelle disposition fiscale relative au relèvement du taux d'abattement forfaitaire applicable en matière de pension et rente viagère. Celui-ci est passé de 60% à 70% sur le montant brut annuel imposable des dits revenus pour la partie inférieure ou égale à 168 000 dirhams. Une mesure qui devra porter à 90% le pourcentage de retraités bénéficiant d'une exonération ou d'une déduction fiscale.
Puis retenez ce chiffre, 7 600 000, c'est le nombre de passagers qui ont transité l'année écoulée via l'aéroport Casablanca Mohamed V. La première plateforme aéroportuaire du Royaume livre son bilan 2022 du trafic aérien commercial. Le terminal de la métropole a accueilli un peu plus de 67 000 vols, y compris le trafic aérien intérieur et international, soit un taux de récupération de 73% par rapport au niveau pré-pandémique en 2019. C'est ce que fait savoir l'Office national des aéroports. Conflit russo-ukrainien, le point sur les derniers rebondissements. Toujours pas de livraison de chars réclamés par l'Ukraine. Berlin n'a pas encore donné son feu vert pour tout envoi d'armement de guerre allemand. Au moment où les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark annoncent de nouvelles livraisons substantielles d'armes au pays. La Serbie a fait part à son tour de son intention de dépêcher des aides humanitaires à Kiev, des aides qui devront améliorer son système électrique. On reste en Serbie, le pays frappé par des inondations dans les Balkans. Les pluies torrentielles ont entraîné la fermeture des écoles. La circulation est également fortement entravée à cause des crues. Dans le sud-ouest, le corps d'un homme a été repêché d'une rivière des suites de la montée des eaux. Cette municipalité de la région sud-ouest ont déclaré l'état d'urgence. Allez, retour là où la météo est un peu plus clémente. Nous allons prendre de l'altitude. Destination cette fois-ci, les sommets du Moyen Atlas, Midelt. Vous le verrez, c'est vêtu d'une belle poudreuse, comme la promesse d'un hiver enneigé. Les premiers flocons de neige s'invitent depuis quelques jours sur les hauteurs de la province, au plus grand bonheur des riverains. Ahmed El-Fadeli, à quelques 1500 mètres d'altitude, froid et neige sont bien installés dans les montagnes de Hjilt. C'est dans la province de Midelt. En pénétrant dans les profondeurs de la montagne, il devient plus difficile de rouler. La route devient glissante. 10 à 30 cm de neige ont été enregistrés ces dernières 24 heures. J'arrive de Rachidia où le temps était très agréable. Une fois arrivé à Hjilt, changement de climat et de décor, baisse de la température et neige en abondance. J'ai pris la route de Tinstad, dans la région de Darat Afilelt. Arrivé ici, j'ai été surpris par la neige. Normal, nous sommes dans le Haut-Atlas. Ces premières chutes de neige auront un impact positif sur la nappe phréatique. Elles permettront aussi une amélioration du taux de remplissage des barrages. Et quand il neige, la région devient un endroit attractif pour les visiteurs. Ces chutes de neige auront un impact positif sur le couvert végétal de la montagne. Ceci redonnera un nouveau souffle à l'activité touristique dans le Haut-Atlas. Cela fait chaud au cœur qu'aujourd'hui la neige soit de retour. Cela fait plaisir à voir. Les températures resteront négatives demain. Elles seront de l'ordre de moins 3 à 4 degrés sur le Rif, les hauts plateaux orientaux, les plateaux de phosphate, l'Atlas et leur versant est. Elles sont également de 10 à 15 degrés sur le Souss, le sud et près des côtes, et de 4 à 10 degrés sur le reste du pays. Cap à présent sur la perle du détroit, Tanger, pour vous faire découvrir ou redécouvrir un lieu chargé d'histoire. Je vous parle de la légation américaine située dans la médina de Tanger. La légation américaine est la première propriété publique américaine en dehors des États-Unis. Elle commémore les relations diplomatiques historiques entre les deux pays, des relations séculaires remontant à la fin du XVIIIe siècle. C'est un reportage de Iman Slawi. Le commentaire est signé Nisrine Austar. La légation américaine, un lieu mythique où l'amitié entre Rabat et Washington se célèbre dignement. À la fois musée, centre culturel et centre de recherche. Ce bâtiment mauresque, à l'architecture tour à tour traditionnelle et moderne, nous plonge dans le vieux passé de Tanger. Mais pas que. C'est un lieu magique, si vous voulez, un lieu vraiment mythique. Au début, il y a plus de 200 ans, en 1821, le sultan a donné ce lieu
au gouvernement des États-Unis comme symbole de l'amitié entre les deux pays. Il voulait renforcer cette amitié, il voulait que les Américains viennent, qu'ils s'installent et qu'ils bâtissent vraiment une relation très forte et très amicale. Ce que nous avons fait d'ailleurs. Jadis ville internationale, Tanger a inspiré plusieurs artistes et écrivains. L'histoire de la ville reste intimement liée à ses amoureux venus d'ailleurs, comme les grands noms de la Beat Generation et de la contre-culture de l'époque. À leur tête, Paul Bowles. Sur l'écrivain, la gardienne des lieux nous révèle quelques secrets. Beaucoup de gens ne connaissent pas le fait qu'en fait c'était aussi un musicologue. C'était quelqu'un qui composait des morceaux de musique et qui étudiait, il était ethnomusicologue et il étudiait la musique. Et ici dans la salle Paul Bowles, on a donc des objets qui lui appartenaient, ses livres et tout ça. Et on a montré l'histoire de son grand voyage de conserver, de préserver la musique traditionnelle marocaine. La légation américaine de Tanger, un bijou architectural, témoin d'un Tanger cosmopolite et artistique, où vogue un air d'orientalisme. Une adresse à ne pas manquer lors de vos prochaines visites à Tanger. Et on en arrive déjà à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Taïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.